Il y a des blessures que seul le temps peut guérir, mais certaines malédictions sont jetées par une mère qui trahit son propre enfant avec la plus froide cruauté imaginable. J'ai cru autrefois que ma mère serait l'épaule solide qui me protégerait des tempêtes de la vie. Mais cette foi a été brisée alors que j'avais à peine 16 ans. Lorsqu'elle a donné naissance à des jumeaux avec son nouveau mari, au lieu d'être mon refuge, le foyer que j'appelais autrefois famille est devenu une prison d'où j'ai été chassé, sans un mot d'explication. Il mérite ça plus que toi, a dit ma mère, le visage froid, dénué de toute pitié. Moi, enfant abandonné par mon père biologique, j'ai été jugé comme un fardeau, une étrangère au milieu de ma propre chair et de mon sang. Je m'accrochais désespérément à l'espoir d'équité, implorant l'amour que seule une mère pouvait donner, mais je n'ai rencontré qu'une froide indifférence et une négligence impitoyable. Cela a marqué le début d'un parcours solitaire et épuisant. Cumuler les emplois, emprunter chaque centime pour financer mes études, un combat que j'ai mené seul, sans aucune famille à mes côtés. Puis, alors que je commençais à goûter au succès et à gravir les échelons de ma carrière, la femme même qui m'avait rejeté est revenue, non pas pour me féliciter, mais pour exiger que je finance les études de mes demi-frères et sœurs. La colère, le chagrin et la profonde trahison ont explosé en moi. Je refuse. Non, je ne peux pas m'incliner devant une responsabilité qui m'est imposée par ceux qui m'ont abandonné. Avant de plonger dans cette histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous indiquer de quelle ville vous regardez la vidéo. Profitez de la vidéo et préparez-vous à me rejoindre dans ce voyage brut de douleur, de vérité et d'émotions inexprimées. Êtes-vous prêt à entendre l'histoire d'une fille abandonnée et son combat silencieux pour la justice malgré la tempête du chagrin? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous, car ce n'est pas seulement l'histoire d'une famille brisée, mais une lutte acharnée pour l'amour et la justice que je refuse de perdre. Mon histoire ne commence pas par l'étreinte chaleureuse de ma famille, mais par l'ombre froide de l'abandon. Ma mère n'avait que 20 ans lorsqu'elle m'a donné naissance, un enfant né d'un amour de jeunesse fugitif, mais vite disparu. Mon père biologique n'a jamais voulu de moi. Il est parti avant même que je ne respire. Et dès cet instant, je me suis retrouvé dans un monde à la fois inconnu et cruel. Ma mère a affronté l'impossible seule. Les souvenirs amers de leur relation ratée l'ont tenue silencieuse au sujet de la pension alimentaire, et le refus de mon père de faire partie de ma vie a laissé un vide que personne ne pouvait combler. Durant ces premières années, mon seul refuge a été le soutien indéfectible de mes grands-parents, deux personnes dont l'amour est devenu le fondement dont j'avais désespérément besoin. Ils se sont dressés tels des arbres centenaires protégeant un jeune arbre fragile, m'offrant un encouragement qui m'a permis de garder espoir, même lorsque ma mère peinait à garder pied dans un monde si exigeant. Mais l'espoir était fragile. J'ai grandi en voyant ma mère fréquenter et finalement épouser Harry, un collègue entré dans nos vies quand j'avais 8 ans. Harry était une présence discrète, jamais vraiment un père pour moi, mais quelqu'un que je tolérais par souci de paix. Lorsque ma mère est tombée enceinte de jumeaux 4 ans après son mariage, quelque chose en elle a basculé. Elle a commencé à prendre ses distances avec moi, l'enfant qu'elle avait élevé seule. Je ne m'en suis pas rendu compte au début. Je pensais que la glace entre nous n'était qu'une phase, quelque chose qui fondrait. Pourtant, sous cette surface pleine d'espoir se cachait une fracture. Je n'étais plus le centre de son univers. J'étais mis de côté, remplacé par les exigences d'une nouvelle famille. J'essayais d'être patient, de la soutenir pendant sa grossesse, mais sa colère grandissante rendait ma présence insupportable. Pour éviter de susciter des conflits, je me retirais, mais apparemment, je n'étais jamais assez invisible. 6 mois après la naissance des jumeaux, ma mère et Harry m'ont présenté un ultimatum brutal. On ne peut pas te garder ici, ont-ils dit, se cachant derrière leurs difficultés financières et les besoins de leurs nouveaux enfants. J'avais 16 ans, j'étais encore une enfant et pourtant, j'étais rejeté. Leurs mots m'ont profondément blessé, non seulement par leur signification, mais aussi par le calcul froid qui les sous-tendait. Ce n'était pas une question d'argent. Il s'agissait de m'effacer de leur vie. Je me souviens m'être senti brisé, trahi non seulement par ma mère, mais aussi par une famille qui avait promis de me protéger. J'ai proposé de l'aider, de trouver un emploi, d'alléger leur fardeau, mais ma mère m'a rejeté, disant que les jumeaux méritaient mieux que moi. Ces mots ont résonné dans ma tête pendant des années. La famille qui était censée être mon sanctuaire m'avait dépeinte comme une ennemie. Incapable de rester, j'ai trouvé refuge chez mes grands-parents. Pourtant, même là,
les blessures étaient profondes. Leur amour était sincère, mais leur âge et leur santé m'obligeaient à assumer une grande partie de ma survie. Je jonglais entre les petits boulots, les études et le vide douloureux d'un foyer perdu. Pendant ce temps, ma mère et Harry, pris dans leur nouvelle famille, me demandaient rarement de mes nouvelles. Lorsqu'ils le faisaient, j'avais l'impression d'être moins qu'une étrangère. Ce chapitre de ma vie est celui d'une angoisse sourde et d'une résilience latente. Une jeune fille trahie, mais pas brisée. C'est à cette époque que j'ai appris les plus dures leçons sur l'amour, la loyauté et l'estime de soi. Et tandis que je portais le poids de l'abandon, ces leçons ont alimenté en moi une flamme. La détermination de tracer ma propre voie, quel qu'en soit le prix. Mais ce n'était que le début. Des ruines de mon enfance brisée, je me relèverai, non sans affronter de nouvelles tempêtes. Le chapitre suivant allait me mettre à l'épreuve d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Les dures réalités de l'indépendance, la lutte pour garder espoir et le combat pour retrouver ma dignité dans l'ombre d'une famille qui m'avait tourné le dos. Je vous emmène à travers ces années. La solitude, les combats et la découverte progressive d'une force malgré la douleur. Ce n'est pas seulement mon histoire, c'est celle de tous ceux qui ont été rejetés, mais qui ont refusé d'être définis par le rejet. Le jour où ma mère et Harry m'ont fait asseoir dans cette pièce froide et inconnue reste gravé dans ma mémoire. C'est le jour où tout ce que je croyais de la famille a été brutalement brisé. J'avais 16 ans, j'étais encore légalement une enfant, et pourtant ils me parlaient comme si j'étais une invitée indésirable chez moi. Ils m'ont dit sans détour. On ne peut plus te garder ici. Les jumeaux ont besoin de toute l'attention et de toutes les ressources. Ils le méritent davantage. Ces mots ont été comme un couteau dans mon cœur. Je me souviens avoir regardé le visage de ma mère, cherchant ne serait-ce qu'une lueur de l'amour que j'avais connu autrefois. Au lieu de cela, j'y ai vu une indifférence glaçante, comme si je n'étais plus son enfant, mais un problème à résoudre. Harry était assis en silence à ses côtés, exécutant discrètement ce cruel verdict. L'air était lourd d'accusations inexprimées. J'étais un fardeau, une distraction pour l'avenir de leur nouvelle famille. Malgré le choc et la douleur, j'ai rassemblé les forces qui me restaient et proposé des solutions. Je trouverai un emploi, je ferai tout ce qu'il fallait pour alléger leur souffrance financière. Mais ma mère a repoussé froidement cette proposition, ces paroles profondément blessantes. On économise pour les jumeaux. Ils le méritent plus que toi. La cruauté de ces mots, le choix délibéré de privilégier des frères et sœurs nouveau-nés à un enfant qu'ils avaient élevé seuls, était une trahison que j'avais du mal à comprendre. C'était plus qu'une question d'argent. C'était le fait d'être exclu du récit familial, effacé de la maison même où j'avais fait mes premiers pas et prononcé mes premiers mots. J'ai été contraint de devenir invisible, de disparaître comme si je n'avais jamais été à ma place. Ce lieu qui aurait dû être un sanctuaire est devenu un champ de bataille, et j'en étais la victime. Ce jour-là, j'ai fait mes bagages et je suis parti, non pas par envie, mais par nécessité. J'ai trouvé refuge chez mes grands-parents, dont l'amour est devenu une bouée de sauvetage au milieu du chaos. Mes mains me vieillissaient, leur santé déclinant, me laissant seul à plus d'un titre. Les nuits étaient les plus dures, seul dans un monde qui m'avait soudainement tourné le dos. Une question silencieuse me hantait. Pourquoi n'étais-je pas à la hauteur? Pourquoi ne pouvais-je pas être la fille que ma mère désirait? Chaque jour était une lutte, non seulement pour survivre, mais aussi pour entretenir la lueur vacillante d'espoir. Je n'étais pas la seule à vivre cette douleur. Mes grands-parents observaient la scène, le cœur lourd, partagé entre leur affection pour moi et leur loyauté envers leurs filles et leurs petits-enfants. Les dîners de famille devenaient des moments tendus, où mon nom était rarement mentionné. Quand les jumeaux venaient me rendre visite, la chaleur que j'espérais laissait place à une froide formalité. J'étais un fantôme dans une vie qui avait continué sans moi. Ce fut le moment qui a marqué mon adolescence. Un carrefour douloureux où l'amour était conditionnel et où les liens familiaux étaient rompus avec une cruauté silencieuse. Mais dans ce chagrin, une graine de résilience a germé. Je me suis juré que, quelles que soient les journées sombres, je tracerais ma propre voie. Je construirais une vie qui prouverait ma valeur au-delà des ombres du rejet. Mais ce n'était que le début d'un long et mouvementé voyage. Devant moi se trouvait une lutte acharnée pour me débrouiller seul, surmonter la douleur et affronter la famille qui m'avait rejeté, parfois avec gentillesse, parfois avec confrontation. À mesure que nous avançons, je partagerai les sacrifices, les combats solitaires et les moments où l'espoir semblait impossible, mais brûlait encore.
Voici l'histoire d'une jeune fille qui a été chassée mais qui a refusé de disparaître. Une fois la porte de ma maison d'enfance refermée, j'ai fait irruption dans un monde qui exigeait que je grandisse du jour au lendemain. À 16 ans, j'ai été confronté à la dure réalité de l'indépendance, non par choix, mais par nécessité. La protection et la chaleur que je croyais offertes par la famille ont disparu, remplacées par une froide incertitude qui a mis à rude épreuve toutes mes forces. Mes grands-parents, bien que vieillissants et fragiles, sont devenus mon sanctuaire. Leur foyer m'a accueilli à bras ouverts, mais il était clair qu'ils ne pourraient pas porter éternellement le poids de ma nouvelle vie. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, m'offrant réconfort, sagesse et quelques encouragements, mais le fardeau financier et les exigences physiques de leur âge m'ont obligé à apprendre rapidement à être autonome. J'ai accepté des petits boulots, tout ce que je pouvais trouver pour subvenir à mes besoins. Concilier travail, études et épuisement émotionnel étaient comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Il y avait des nuits où l'épuisement m'enveloppait comme une lourde couverture, et la solitude me rongeait l'âme, murmurant des doutes que je peinais à taire. La simplicité de l'enfance me manquait, mais plus que tout, j'aspirais à être désiré, soutenu, aimé. La pression financière était incessante. L'université était un rêve lointain, une montagne que je n'étais pas sûr de pouvoir gravir. Pourtant, abandonner n'était pas envisageable. Avec l'aide d'un proche qui avait suffisamment cru en moi pour co-signer un prêt étudiant, quelqu'un que je connaissais à peine, mais qui est devenu un héros discret dans mon histoire, j'ai franchi le pas. S'endetter pesait lourd, mais la perspective de faire des études était un phare dans un océan d'incertitude. Durant toutes ces années, j'ai jonglé entre les cours et les horaires, toujours consciente que ma réussite dépendait uniquement de ma détermination. Je travaillais sans relâche pour pouvoir payer mes dettes, mon loyer, mes courses, tout ce dont un adolescent normal, espérons-le, n'aurait pas à se soucier seul. Le contraste saisissant entre ma réalité et celle de la nouvelle famille de ma mère qui vivait confortablement, concentrant ses ressources sur ses jumeaux, me semblait une accusation constante et tacite. De temps en temps, je croisais ma mère et Harry. Leurs apparitions étaient brèves, leurs questions à mon sujet rares et formelles, comme si j'étais un étranger sans lien de parenté. Leur indifférence était une blessure fraîche, aggravant la trahison que je portais depuis des années. Dans ces moments-là, le poids de l'abandon pesait plus lourd sur mes épaules. Je mentirais si je disais qu'il n'y a pas eu de moments de faiblesse, des moments où je doutais d'être assez forte pour continuer, où le silence de ceux-là même qui auraient dû se soucier de moi me semblait insupportable. Mais à chaque épreuve, j'ai trouvé des lueurs de résilience. J'ai appris à croire en ma capacité à survivre et même à m'épanouir, à construire une vie où ma valeur ne se définissait pas par le rejet, mais par une persévérance sans faille. Avec le recul, ces années ont été un véritable creuset pour forger mon caractère. La solitude, les sacrifices, le travail acharné, tout cela a fait de moi quelqu'un qui refuse l'invisibilité, qui exige le respect non seulement des autres, mais aussi d'elle-même. Pourtant, même si j'ai construit ma vie à partir de fragments de douleur, l'histoire était loin d'être terminée. Alors que je continuais à grandir, à réussir et à gravir enfin les échelons vers une carrière dont je pouvais être fier, les fantômes de mon passé, la négligence de ma mère, le rejet de sa famille, me hantaient de manière nouvelle et inattendue. Après des années de galère, concilier travail, études jusque tard dans la nuit et lutte contre un sentiment obsédant d'abandon, j'ai enfin commencé à récolter les fruits de mon travail. J'ai gravi les échelons au sein de mon entreprise, me construisant peu à peu une vie définie non pas par mon passé, mais par mon travail acharné et ma détermination. Ce n'était pas seulement une carrière. C'était un témoignage de ma survie, une déclaration que j'étais bien plus que l'enfant abandonné que ma famille tentait d'effacer. Pourtant, à chaque promotion, à chaque étape franchie, une ombre inattendue planait. Le silence glacial de ceux-là même qui, de droit, auraient dû me soutenir le plus fervent. Ma mère et sa nouvelle famille avaient disparu de ma vie depuis des années, leur absence me rappelant sans cesse la famille que j'avais perdue. La solitude du succès était une ironie amère. Réussir seul, tout en ressentant la douleur de se voir refuser la plus simple reconnaissance de ceux qui auraient dû être fiers. Puis, un jour, ce silence s'est brisé. Ma mère et Harry sont apparus à ma porte, non pas pour me féliciter ou me réconcilier, mais avec une exigence audacieuse, payer les frais de scolarité de mes demi-frères et sœurs. L'ironie était cruelle.
La même femme qui m'avait mis dehors avec une froide indifférence attendait maintenant de moi que je subvienne aux besoins des enfants qu'elle m'avait confiés. Je me souviens parfaitement de ce moment. Leur visage, à la fois impatient et résigné, le mien, incrédule et brûlant de rage. Comment ont-ils pu avoir ce courage? Après des années de négligence, après m'avoir tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin d'eux, ils croyaient que je leur devais cela. Leurs mots oscillaient entre supplication et accusation, mais sous-jacent se cachait un message glaçant. J'étais toujours un outil à leur service, une solution à leurs problèmes financiers. En moi, une tempête faisait rage, un mélange de fureur, de trahison et de profonde tristesse. J'avais l'impression d'un cruel coup du sort, d'une punition pour avoir survécu sans leur aide. Je les ai mis au défi, leur racontant comment j'avais travaillé sans relâche pour financer mes études, tandis qu'eux économisaient chaque centime pour leurs vrais enfants. Je leur ai rappelé avec force que je ne leur devais rien, et certainement pas le prix du confort de leur nouvelle famille. Ma mère a tenté de me manipuler, se présentant comme la victime et m'accusant d'ingratitude. Mais j'ai vu clair. La confrontation a révélé des années de mensonges et d'égoïsme, mettant en lumière un fossé familial qu'il était désormais impossible de combler avec des mots creux. Ces retrouvailles n'ont pas été la guérison que j'espérais. C'était un dernier bilan, brut, douloureux et déterminant. Leur refus de reconnaître ma douleur et leur demande de soutien m'ont éloigné encore plus, renforçant ma détermination à me protéger émotionnellement et financièrement. À ce moment-là, j'ai compris que la vraie famille ne se définissait pas par le sang ou la convenance, mais par le respect et le soutien inconditionnel. Et j'ai enfin compris que les cicatrices de mon passé ne guériraient jamais complètement sans établir des limites fermes. Après avoir refusé de financer les études de mes demi-frères et sœurs, la distance fragile entre ma mère et moi s'est irrémédiablement disloquée. Ce qui avait commencé comme un rejet glacial s'est rapidement transformé en confrontations incessantes qui ont creusé de vieilles blessures que je croyais cicatrisées. La bataille n'était plus seulement une question d'argent, il s'agissait de retrouver ma dignité au sein d'une dynamique familiale empoisonnée par le ressentiment et la trahison. Ma mère, désespérée et accablée par les difficultés de la vie, a changé de tactique. Les courriels ont inondé ma boîte de réception. Plus que de simples demandes, c'étaient des accusations à peine voilées. Chaque message était teinté de culpabilité, cherchant à me forcer à me sentir redevable à quelqu'un qui m'avait abandonné. Mais pour moi, ces mots étaient venimeux, un rappel toxique que la femme qui m'avait élevé ne me voyait pas comme une fille, mais comme un obstacle au confort de sa nouvelle famille. Un courriel m'a particulièrement marqué. Elle racontait les sacrifices qu'elle prétendait avoir faits pour m'élever seule. En le lisant, j'ai ressenti une vague de colère mêlée de tristesse. Bien sûr, elle devait prendre soin de moi. C'était son devoir, pas une faveur. Mais la façon dont elle utilisait le sacrifice comme arme pour me culpabiliser était insupportable. J'ai alors réalisé que, malgré tous mes efforts pour lui expliquer mon point de vue, elle refusait de me faire une concession. La situation s'est encore envenimée lorsqu'elle s'est présentée à l'improviste à mon travail. Je n'étais pas là ce jour-là, mais l'appel affolé de la réceptionniste m'a fait paniquer. Ma mère a refusé de partir, exigeant un rendez-vous comme si nous avions une longue histoire à régler, alors qu'en réalité, notre dernier contact remontait à des années, froid et transactionnel, au mieux. J'ai clairement fait comprendre par téléphone que sa présence était importune, prévenant qu'elle aurait des conséquences juridiques si elle persistait. Cette conversation tendue était ma tentative de fixer une limite, de préserver ma paix durement gagnée. Pourtant, la paix était difficile à trouver. Peu après, elle réapparut, cette fois devant chez moi. La confrontation passa rapidement de verbal à physique. Une onde de choc d'incrédulité me parcourut tandis qu'elle se jetait sur moi, ses paroles se transformant en jurons, reproches et accusations frénétiques. La bagarre fut brutale, mais brève. Mon corps réagit pour protéger le peu de sécurité que je m'étais créé. Les voisins, sentant le trouble, appelèrent la police, mettant fin brutalement au cauchemar. Au lendemain de l'incident, entouré de lumières clignotantes et d'un silence pesant, j'ai pris la douloureuse décision de porter plainte. Ce n'était pas seulement une défense physique, c'était une déclaration. Mes limites n'étaient plus négociables. La femme qui m'avait autrefois nourri était devenue une menace, et j'ai dû choisir la survie plutôt que le désir d'un amour maternel qui n'avait jamais vraiment existé. Harry, mon beau-père, quitta la maison à cette époque,
prenant ses distances avec le chaos, apparemment consterné par le comportement de sa femme. Même lui, qui avait autrefois été un soutien silencieux de mon exil, sembla s'en détacher, soulignant à quel point ma mère était plongée dans l'amertume et l'isolement. Pendant tout ce temps, le bouleversement émotionnel était immense. J'étais aux prises avec la culpabilité, le chagrin et un espoir persistant, l'espoir que, peut-être, d'une manière ou d'une autre, ma mère pourrait guérir et changer. Mais chaque rencontre soulevait une nouvelle couche de déni et d'égoïsme, renforçant ma détermination à me protéger pleinement. Après la tempête de trahison, de conflits et de chagrin, j'ai enfin commencé à entrevoir un avenir où je pourrais retrouver la paix et redéfinir ma vie à ma façon. La douleur du rejet, les cicatrices de l'abandon, tout cela n'a pas été facile à porter. Mais elles sont devenues le fondement d'une détermination farouche. J'ai compris que survivre ne suffisait plus. Il me fallait m'épanouir, construire quelque chose d'intouchable par le passé. La décision de demander une protection juridique, une ordonnance restrictive, m'a semblé dévastatrice, mais nécessaire. Ce fut un moment de douloureuse lucidité. L'amour seul ne pouvait me protéger du danger, et les limites n'étaient plus facultatives, mais vitales. Lorsque la police est intervenue, lorsqu'Harry a finalement quitté le chaos, la famille que j'avais connue s'est irrémédiablement brisée. Même mes grands-parents, autrefois pleins d'espoir de réconciliation, ont choisi la distance, préservant leur propre paix du tourbillon créé par ma mère. Pourtant, dans cet isolement, j'ai trouvé une force inattendue. J'ai commencé à envisager un nouveau chapitre, un chapitre où je serais libéré de la peur et de la manipulation. Ma carrière étant florissante et mon indépendance financière assurée, j'ai commencé à planifier une nouvelle maison, un sanctuaire que je me serais construit. Chaque brique, chaque pièce, serait un symbole de résilience et de respect de soi, un véritable retour aux années passées à me sentir indésirable. Mais au-delà de la sécurité matérielle, la transformation la plus profonde a été intérieure. J'ai appris à pardonner, mais pas à oublier. Pardonner non pas pour eux, mais pour me libérer des chaînes de l'amertume et de la douleur. J'ai accepté la vérité. La famille ne se définit pas seulement par le sang, mais aussi par la confiance, l'amour et l'attention. Et même si ma mère biologique était absente de ces définitions, j'ai construit ma propre famille, des amis, des mentors et des êtres chers choisis qui me voient et m'apprécient. Ce voyage ne consistait pas seulement à surmonter la cruauté de mon passé, mais aussi à reconquérir mon identité, ma dignité et mon avenir. Les combats que j'ai menés m'ont façonné, mais ne me définissent pas. Au contraire, ils alimentent le feu qui me permet de créer une vie qui m'est véritablement propre, pleine d'espoir et de joie durement acquise. En partageant cette histoire, j'espère qu'elle trouvera un écho auprès de tous ceux qui sont pris dans la tourmente de la douleur ou du rejet familial. Vous n'êtes pas seul, et quelle que soit l'obscurité de la nuit, l'aube d'un nouveau départ est toujours à portée de main. Cette histoire est loin d'être un conte de fées. Elle est crue, douloureusement réelle et toujours en cours. Mais elle témoigne aussi de la force que nous pouvons puiser en nous-mêmes lorsque le monde nous tourne le dos. Si vous m'avez accompagné dans ce voyage, merci. Votre présence me rappelle que les histoires de lutte et de survie créent du lien et de l'empathie, une forme de guérison dont nous avons tous besoin. D'où que vous veniez, quelle que soit votre histoire, partagez vos réflexions ci-dessous. Construisons une communauté où personne ne se sent invisible ou seul. Merci de votre écoute. J'avance, non seulement en survivant, mais en vivant pleinement. Et j'espère que mon histoire vous aidera à y croire, vous aussi.